Les Maîtres de l'horreur, saison 2, épisode 2. Famille recomposée, Family, de John Landis. Les Fuller. Un couple de jeunes mariés arrive dans une nouvelle ville et découvre que Harold Thompson, leur voisin, n'est pas aussi sympathique qu'il n'y paraît. Derrière ce visage jovial se cache un tueur en série. Les Maîtres de l'horreur, merci de nous écouter. Je suis Thibaut Turcat, je suis toujours malade, si vous inquiétez de moi, parce que c'est vrai qu'on l'a pas mentionné dans l'épisode 1, mais j'ai une voix très bizarre dans l'épisode 1, parce que je suis en pleine grippe, il faut l'avouer, cher auditeur. Et je suis ici avec Jérôme Bouvier, qui m'aide à tenir cette maladie avec bon nombre d'anecdotes cinématographiques. Jérôme, bonjour. Bonsoir cher ami, et puis ça me fait toujours de la peine de te voir dans cet état, surtout que... moi je vois pas de différence en fait, je te trouve toujours aussi chiant que d'habitude, donc ça ne me perturbe pas du tout. Wow, c'est le podcast de l'amitié aujourd'hui. Exactement, nous sommes bien là, nous sommes présents tous ensemble, et c'est formidable parce que c'est une belle occasion ici de se réunir avec quelqu'un de renom, quelqu'un qui me plaît beaucoup, parce qu'encore une fois, nous avons un invité prestigieux. Tout à fait. Alors pour ceux qui suivent John Landis, on en a déjà parlé pendant plus de 3 heures dans la saison 1. Saison 2 oblige, il revient. On a beaucoup craché sur lui, sa personne, sa filmographie compliquée. On a parlé de tous ses films de Blues Brothers à Blues Brothers 2000, un petit peu, qui représentent bien sa carrière, son chemin de croix. Et on s'est dit, pour cette saison 2, il faut accueillir quelqu'un qui a envie de parler de John Landis. Donc on a un peu galéré, il faut l'avouer que nos premières pistes, les gens nous ont dit pas sûr d'être le meilleur invité pour John Landis. Et finalement, on a trouvé un qui s'avère être un nom très très important pour toi, puisque tu as cité cette personne dans notre prologue quand on parlait de notre découverte du cinéma fantastique. Mais avant de venir à cette personne, un petit peu de business, j'avais cité dans le premier épisode de cette saison le fait que la série n'était plus disponible sur Canal librement, qu'il fallait payer maintenant l'abonnement MyCanal plus le supplément Paris Première, etc. Et une podistrice nous informe que si vous avez un compte M6+, donc un compte même gratuit, vous pouvez avoir accès à la série via la chaîne Paris Première, et il me semble que la série coûte 1,99€ la saison, quelque chose comme ça. Donc la série reste accessible en HD à un prix relativement bas si vous voulez la voir en HD sans passer par Vinted et Le Bon Coin et compagnie pour la découvrir. Donc voilà, merci à elle qui nous a dit vous inquiétez pas, elle est encore disponible pas trop cher. Surtout qu'il faut se dire, peut-être que la saison 2, a priori, serait meilleure que la saison 1. Pour l'instant... Alors là, c'est un énorme spoiler que tu fais, mais je pense qu'on est les seuls à penser ça, j'ai l'impression, vu les notes à IMDb, etc. Mais en tout cas, disons que les réalisateurs qui nous ont beaucoup déçus dans la saison 1, on n'a pas trop aimé leur épisode, font pour l'instant les épisodes qu'on aime de la saison 2. C'est un peu ça. Et ça pourrait être le cas aujourd'hui. Exactement. Avec ce cher John Landis. Donc voilà, comme j'ai dit, pour exagérer, on lui a mis plein la gueule. C'est que moi, c'est un réalisateur qui a fait des comédies cultes, qui a fait un de mes films d'horreur préférés de tous les temps, Le Loup-garou de Londres. On a abordé tous ses films, il a une personnalité compliquée. Et le fait de l'accident de la 4e dimension qui l'a mis dans un tourbillon hollywoodien pendant quelques années avant qu'il soit persona non grata ou plus ou moins ignoré des studios une fois qu'il a arrêté de faire de l'argent. John Landis, c'est drôle, c'est qu'en France, par contre, on ne parle pas du tout de son côté un peu polémique ou de son côté un peu insupportable. Moi, voilà, pour préparer cette saison 2, j'ai réécouté des podcasts avec lui, des nouveaux podcasts que j'avais pas écoutés, avec Mick Garris, avec Joe Dante, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi, il me saoule, quoi, parce qu'il déjà, il raconte toujours les mêmes anecdotes. Donc maintenant, je connais sa vie par cœur, suite à la saison 1, et maintenant, j'ai écouté 3 podcasts de suite où il racontait encore la même anecdote. Alors, c'est des podcasts qui sont sortis sur 1 ou 2 ans. En fait, il a toujours les mêmes anecdotes, tout le temps. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi, John Landis, je n'en peux plus, même si j'adore certains de ses films, et même si je suis capable de dire que c'est un connard, parce que une anecdote que j'ai eue en écoutant un podcast, c'est une vraie info que je vais te donner là, à toi, Jérôme, et à notre invité. John Landis, son passe-temps, dans le studio Universal, donc Universal, il y a les Universal Tours, le parc d'attractions qui est collé au vrai studio, et tu peux faire une visite des studios Universal dans un espèce de tramway bus qui passe les studios. Et son grand jeu, c'était de se mettre sur le chemin de ce bus, et que si
un des employés de Universal pointait du doigt en le montrant et en disant au public « Voici John Landis, le réalisateur des Blues Brothers », il virait cette personne. Il demandait à cette personne d'être virée. Et il a fait ça plusieurs fois, jusqu'à ce que plus personne ne dise « C'est John Landis », mais il le faisait encore par provocation. C'est-à-dire qu'il allait dehors, cette personne, John Landis, le réalisateur de Blues Brothers, allait à un moment donné de sa vie dehors pour provoquer des gens, parce que s'il disait « C'est John Landis », il avait le pouvoir de leur dire « Tu dégages du studio ». Non mais c'est quand même... Qui est cette personne ? Je sais pas, mais c'est aberrant quand même. Voilà John Landis. Voilà. Je voulais vous la partager, cette anecdote, parce que quand je l'ai entendue, j'étais là, oh mon Dieu, John Landis. Mais bon, avant de parler de John, famille recomposée et autres découvertes macabres de nos voisins d'à côté, Philippe Ross est avec nous aujourd'hui. Qui est Philippe Ross pour toi, Jérôme ? Alors avant de le saluer en bonne et due forme quand même, parce que le pauvre il n'a pas pu s'exprimer pour l'instant au micro, Philippe Ross pour moi c'est un peu une sorte de parrain journalistique pour le cinéma. Ça a été un peu ma porte d'entrée vers le cinéma de genre, parce que j'ai mis les pieds dans le Mad Movies, je l'ai déjà dit au micro de ce podcast évidemment, mais les premiers ouvrages que j'ai eu entre les mains, avant celui des 80 grands succès du cinéma fantastique de Jean-Claude Romer et Pierre Tchernia, ça a été le film d'épouvante de Philippe Ross dans la collection Les Grands Genres chez J'ai lu Cinéma, et ça a été une claque. Ça a été une énorme claque parce que quand j'ai lu ce bouquin, j'avais 12-13 ans, et c'est une édition de poche que j'ai dû avoir à la fin des années 80, et je l'ai vraiment écorné, bouffé ce bouquin, j'ai dû le lire en moins de 10 fois, peut-être même plus, et avec en plus une belle iconographie. C'est le genre de bouquin que tu rêves d'avoir, enfin en tout cas qu'on pouvait rêver d'avoir dans ces années-là, parce qu'il n'y avait pas internet, il n'y avait rien de tout ça évidemment, mais par contre c'était génial de se dire, ouais, il y a un bouquin, il y a des photos, il y a du texte, ça te donne envie de lire, ça te donne envie de voir les films, ça te donne envie de... Même si Philippe écornait Lucio Fulci à fond, parce que visiblement à l'époque il n'aimait pas du tout Fulci, l'image qu'il y avait dans le bouquin donnait envie quand même de découvrir, voilà, il y avait quand même quelque chose qui fait que ce livre a été pour moi une vraie étape porte ouverte. Ça a été juste vraiment une entrée en la matière assez vivifiante, et qui fait que pendant très longtemps, ce livre m'a poursuivi jusque quand je suis allé faire mes études, etc. Donc c'est vraiment un bouquin que j'ai pris avec moi et que j'avais avec moi quand j'étais étudiant en droit. Dans ma piole étudiante, j'avais peu de bouquins de cinéma, mais j'avais celui-ci toujours. C'était ma bible, c'était ma référence. Puis en plus, j'en ai trouvé un autre qui est absolument génial aussi, qui est donc un bouquin qu'il avait écrit qui s'appelle Les Visages de l'horreur, et avec une cover assez incroyable tiré de la Compagnie des Loups, et dessus en fait il y a quelque chose de très sympa, c'est qu'il y a une présentation de Philippe qui nous dit donc la chose suivante, que Philippe Ross est professeur d'anglais dans la région parisienne, il est membre du comité de rédaction de la Revue du cinéma où il s'est spécialisé dans le fantastique et le gore. Il lui arrive les nuits de pleine lune de se métamorphoser en une créature abominable et sanguinaire connue sous le nom de Rosferatu. Je trouve ça génial, donc bienvenue à toi, merci à toi, cher Rosferatu, d'être avec nous. Salut à toi, Philippe. Merci à vous, merci de cet accueil chaleureux. Je suis un peu confus de toutes ces louanges, mais bon, mais c'est comme je ça. Les accepte avec plaisir. C'est comme ça, tu sais que depuis, je cours après le moindre ouvrage, je cours après les saisons cinématographiques pour retrouver ta plume, pour retrouver tes critiques. J'ai retrouvé par exemple un exemplaire de la saison cinématographique 1983, dans lequel tu dis du mal de Creepshow et tu dis du bien de La créature du marais de Wes Craven. Exactement, oui, je me souviens de tout ça, mais alors, c'est bien loin, bien loin. Quel a été ton parcours exactement, en fait, finalement ? Au niveau, là, je vois que, par exemple, professeur d'anglais, mais moi, je savais que, enfin, pour moi, t'es journaliste cinéma. Raconte-nous un peu ton parcours. Ben, écoute, effectivement, au début, j'étais enseignant, mais j'ai toujours eu une passion pour le cinéma et le cinéma de genre, mais ça remonte à très, très loin, hein, puisque je crois que mon premier véritable film d'horreur, ça a été Blanche-Neige et les Sept Nains, que mes parents m'avaient emmené voir à Alger, dans une salle. Et j'avais été terrifié par Blanche-Neige et les Sept Nains. J'en ai fait des cauchemars pendant 15 jours. Et puis, ma maman travaillait, parce que c'était à Londres, j'ai vécu aussi à Londres, elle travaillait à la Warner Bros. Donc, j'étais baigné dans cette ambiance de cinéma. Et puis, peu à peu, je sais pas comment c'est venu, cette appétence pour le genre. J'ai commencé à voir les premiers films de la Hammer qu'on passait en banlieue, parce qu'après, j'ai émigré en banlieue dans le 93. Et puis, voilà, ça s'est développé. Et ça a continué jusqu'à maintenant. Et puis alors donc c'est vrai qu'effectivement j'ai été prof d'anglais, mais c'était purement alimentaire et ça me permettait d'avoir pas mal de temps libre et d'aller au cinéma, voire de partir à Cannes. C'est vrai que quand je suis arrivé à la Revue du cinéma, puisque c'est là que j'ai commencé, tout en étant toujours prof,
Bon, j'ai signifié ma première critique qu'on m'avait demandé de faire, c'était Alien. Excellent. Et bon, mais ça leur avait visiblement plu, donc ils m'ont embauché. Et donc, j'aurais tout de suite expliqué que c'était le cinéma fantastique qui m'intéressait. Donc, j'étais un peu catalogué là-dedans, et notamment dans les années 80 où il y avait des slashers toutes les semaines. Donc, je me suis régalé. Je me suis vraiment régalé à ça, quoi. Toujours en étant prof, hein. Donc, et puis là, parallèlement, on m'a demandé de faire des bouquins, et puis ça s'est développé. Et puis après, je suis passé dans d'autres revues, parce que la revue du cinéma s'est arrêtée, malheureusement. Oui. Ouais, donc j'ai bossé à droite et à gauche dans diverses revues, plutôt de musique, parce que j'aime aussi la musique, c'est ma deuxième passion. Oui, ça je sais, ça, effectivement. Ouais, j'ai bossé à Rage, notamment, d'accord. Un magazine un peu culte, puis un peu à l'Écran Fantastique, un peu à Best, un peu à Compact, enfin c'était des magazines plutôt musicaux. Puis après, je suis rentré à Télé 7 jours. Puis bon, c'était pas trop la cible cinéma fantastique, parce que là, j'ai dû me battre pour faire quelques chroniques de films d'épouvante ou d'horreur. Ils aimaient pas ça, c'était pas familial. Ouais. Donc, je rusais en disant que c'était des thrillers. Mais alors ça marche une fois, deux fois, et puis après, bon, il dit non, ça, tu peux pas le faire. Voilà. Donc, j'étais un peu bridé à cette époque-là, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais c'est marrant parce que quand tu parles de ton appétence pour la musique, effectivement, j'ai dû avoir entre les mains donc des revues Rage à l'époque, hein, parce que je lisais cette revue, comme je lisais Compact aussi. Ouais. Finalement, en fait, j'ai dû avoir ta plume qui m'a poursuivi pendant toutes mes années, finalement, parce que voilà. C'est quand même assez dingue. Alors, la revue du cinéma, personnellement, j'ai quelques saisons cinématographiques. Je trouve ça assez fascinant parce que c'est une revue que je trouve déjà assez géniale pour ce côté un peu complet, hein. Et puis, la saison cinématographique, je trouve que c'est tout aussi réjouissant. Et ce qui était très marrant, je trouve, c'est qu'ils abordaient aussi, je trouve ça complètement insolite, il y avait même des critiques de cinéma pornographique à l'intérieur. Oui. Ça, c'est un truc complètement... Et je crois que c'était la seule revue qui faisait ça. Hein. C'est complètement dingue. David Didelot doit être trop content. Alors, l'anecdote, c'est que quand il fallait faire des fiches pour les films porno, il fallait le générique. Et donc, tu allais dans la salle porno avec à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Donc, tu allais dans la salle avec ton petit carnet de notes et ton stylo. Ouais. Et je me souviens de prendre des notes pour le générique, pour savoir qui était le réalisateur, etc. Et à l'époque, il y avait des ouvreuses. Il y avait une ouvreuse qui avait braqué sa lampe sur moi. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Qu'est-ce que vous faites? Veuillez sortir. Je me suis fait virer parce que je prenais des notes en un film. Voilà, ouais, on n'a pas le droit de s'instruire ici, là. Oh, excusez-moi, monsieur. Et tu lui as dit quoi? À ma décharge? Alors, je me souviens, ma meilleure critique de film porno, c'est un film qui s'appelait Rentre, c'est bon. Et moi, ma critique, c'était en une ligne. C'était je suis rentré, c'était pas bon. Voilà, ça s'arrêtait. C'est drôle parce que ça rappelle l'improbable scène du Loup-garou de Londres dans le cinéma pornographique, avec cette scène légendaire que j'ai citée dans l'épisode 1, dans l'épisode de John Landy de la saison 1, mais c'est ce dialogue surréaliste de ce film See You Next Wednesday où un homme arrive et interrompt un couple et il dit qu'est-ce que tu fais là, je t'avais dit de plus jamais recommencer. Et l'homme en face de lui répond mais je vous ai jamais promis ça. Il dit mais non, mais je parle pas à toi, je parle à elle. Il dit mais je ne vous connais pas. Il fait ah oui c'est vrai. Et il repart. Enfin bref, j'adore, c'est l'un des extraits les plus drôles de l'histoire du cinéma, je pense. La fameuse phrase See You Next Wednesday qui revient dans tous ces films. Bien sûr, oui. On a essayé dans la saison 1, on avait essayé de mettre le lien un peu entre tout ça. Mais effectivement, un running gag qu'on avait retrouvé dans Dear Woman, mais qu'on ne retrouve pas dans Family, je crois. Eh ben si, moi je l'ai retrouvé, les amis. C'est à un moment, il regarde un dessin animé et le personnage du dessin animé dit See you next Wednesday. Ah oui, c'est juste. Parce qu'en plus, je crois que c'est la voix de John Landis qui dit ça. C'est lui qui a doublé le dessin animé. Ah bah voilà. Ah, ça y est, on peut arrêter le podcast. Voilà. On a failli passer à côté d'un trivia. Philippe a plié le game. C'est lui qui a trouvé les cartes. Dans tous les cas, comment ça se fait que tu sois venu donc finalement au cinéma de genre fantastique? Qu'est-ce qui te plaît dans ce cinéma-là, dans ce cinéma d'épouvante viscérale, le slasher, même tout ça? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? C'est difficile à définir. Ça, j'aurais beaucoup de mal à expliquer pourquoi je suis attiré par ce genre de cinéma. Alors, les lectures, effectivement, j'aimais beaucoup Edgar Poe. Quand j'étais gamin, je lisais Edgar Poe. Et puis mon premier bouquin qui m'a vraiment, disons, émoustillé, c'est La vie des 12 Césars de Suétone, où il y a des scènes qui sont assez gratinées, quasiment gore. Hein. Je sais pas si vous l'avez lu, mais ça vaut son pesant de cacahuètes. Et j'ai bifurqué vers Lovecraft, tout ça. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait la même chose au cinéma. Donc, j'ai commencé à regarder des films un peu de genre. Et pas la télé, évidemment. À l'époque, c'est vrai qu'il n'y en avait pas, mais il y avait La Belle et la Bête qui passait régulièrement, des films comme ça. Et oui, j'aimais bien avoir peur. Voilà, j'aimais bien frissonner.
plus que rire en fait. En plus de ça, tu parles de l'âge d'or quelque part du slasher, donc tu as connu finalement le gros boom post-Halloween, chose que j'aurais tant voulu connaître moi aussi en salle. Ah oui, tout à fait. Il y en avait toutes les semaines, le tueur du vent, enfin tous les vendredis 13 évidemment, puis j'ai oublié, il y en avait plein, mais il y en avait qui étaient vraiment très très bons, d'autres qui étaient Terreur à l'hôpital central, je me souviens de celui-là. Oui, de Jean-Claude Land. Ouais. Il y en avait vraiment toutes les semaines, 2 ou 3, hein, c'était fou quoi. Alors beaucoup, c'était les 3/4 étaient des nanars, mais il y avait quelques perles quand même vraiment intéressantes, quoi. Mais toi qui l'as vécu du coup, est-ce que tu as ce regard un peu nostalgique sur cette période où dès l'époque t'étais là, non mais attendez, les 3/4 c'est de la merde, il y en a un ou deux de bien, mais... À cette époque-là, bon, on faisait déjà le tri, hein, parce que bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de merde. D'ailleurs, tous ces films-là, je les ai pas revus, pratiquement pas. Hein. Je me suis dit, je préfère garder le souvenir que j'en ai de l'époque que de les revoir maintenant. Alors là, je suis encore plus. Déjà, à l'époque, c'était pas terrible. Alors là, maintenant, ça ne passera pas. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que ces films-là ressortent même en édition collector Blu-ray aujourd'hui. Quand je vois par exemple l'éditeur Rimini qui sort des vieux slashers de Derrière les fagots comme Prom Night, qui est pourtant pas bon du tout, mais il sort dans une édition collector avec bonus, making of, etc. Voilà, il y a Terreur à l'hôpital central. Je sais qu'il est sorti il y a pas longtemps non plus. Ils l'ont édité il y a pas longtemps. Alors, je sais pas chez lui, c'est chez un autre éditeur, mais oui, c'est des films en fait qui sont maintenant portés au nu. Et alors qu'on sait que certains d'entre eux ne sont pas forcément aussi bons qu'ils ne le paraissent, quoi. Mais alors, est-ce qu'il y a un public pour ça? C'est ça qui m'intrigue, moi, parce que Jérôme Bouvier, Jérôme Bouvier. Oui. C'est tout le débat de ce podcast où Jérôme achète tous les Arrow qui sortent, toutes les nouvelles éditions Rimini, Artus, etc., de toutes ces soi-disant pépites qui parfois sont des mauvais films qu'on a bien marketés pour ce public-là, et Jérôme est très friand de ça, et on a vécu des très mauvaises séances ensemble où il monte des films où on est là genre mais c'est nul, comment tu peux sortir ce film quoi, Mutilator notamment chez Arrow qui est vraiment vraiment nul celui-là. quoi. Il avait passé au Festival du Rex, je me souviens, j'avais toujours le t-shirt d'ailleurs. By Sword, by Axe, bye bye, je me souviens, parce qu'il avait marqué sur le t-shirt, The Mutilator. C'était mauvais. La tagline est meilleure que le film, et l'affiche est très très belle aussi d'ailleurs. Est-ce qu'il y a quand même des marqueurs encore présents de ta cinéphilie vis-à-vis de ce cinéma? Quels sont tes piliers du fantastique, même aujourd'hui, où tu dis c'est quand même l'un de mes réalisateurs préférés Moi, j'avais une appétence pour Cronenberg que j'ai toujours aimé. Bon, moi j'aime beaucoup moins ce qu'il fait maintenant, mais à la grande époque, moi j'adorais Cronenberg. J'adorais Argento aussi, les premiers Argento, hein, évidemment, parce qu'il fait maintenant aussi, c'est pareil. Tous ces réalisateurs-là ont tout dit dans leurs premiers films. Ici, Carpenter, évidemment. Carpenter, pareil, qui fait plus rien. Il fait de la musique maintenant. Il fait de la musique, ouais, c'est pas mal d'ailleurs, mais bon, moi j'aurais préféré qu'il fasse des films, quoi. Quand on voit le dernier qu'il a fait, The Ward, je me dis qu'il valait peut-être mieux qu'il continue finalement dans une autre voie. Ouais, même Argento, le dernier était un peu meilleur que les précédents, mais bon. Oui, Lunettes Noires. Quand on voit Suspiria ou pour moi, les Frissons de l'angoisse, c'est un de mes films préférés, quoi. Ça fait partie de mes 10 films de chevet. Hein, oui, quand même. D'accord. Ça, j'adore. Même si ça a sûrement vieilli, hein, ça a probablement vieilli. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais non. Ça a dû un peu vieillir. On l'a revu pour le podcast Argento, justement. Thibaut, tu le découvrais, je crois. Hein. Oui, moi, je connaissais très très peu Argento. J'avais vu, c'est le running gag du podcast. Je n'avais vu que ses mauvais films post-Fantôme de l'Opéra. Et je n'avais jamais vu ces classiques, et pour le coup, Profondo Rosso, Frisson de l'angoisse, ça a été mon plus gros choc cinématographique en termes de tout ce qu'il développe autour de sa mise en scène, de la musique, de comment orchestrer. Pour moi, c'est un maître d'orchestre sur ce film, et je m'étais pris une grosse claque, plus que sur justement sa trilogie un peu plus sorcière ou Phénoména, Suspiria, etc. où je suis moins fan, mais Frisson de l'angoisse, waouh. Ouais, puis c'est un pur giallo, quoi. C'est ça qui est, alors que les autres sont plus fantastiques. Oui, c'est ça. Vraiment le giallo plus pur et dur. Oui. Je pense que ça me parle plus. Mais donc, tu as cité des membres des maîtres de l'horreur, hein, Carpenter, Argento, Cronenberg n'en fait pas partie, mais bon, est mis aussi dans ce sac parfois. Est-ce que les maîtres de l'horreur, la série, te parlait à l'époque, quand c'est sorti en 2005-2006? Est-ce que tu en avais entendu parler? Est-ce que tu as suivi cette série? Oui, je l'ai vu, hein, je l'ai suivi. Alors, je sais pas, c'est passé sur Canal, je sais plus sur quelle chaîne ça passait. Tout à fait, ça passait sur Canal+, en première diffusion. Ouais, c'est ça. Et je crois que j'avais le coffret j'ai eu le coffret par Canal qui envoyait à l'époque les DVD, ça c'était bien. Voilà, la presse, quoi. Donc, j'ai eu c'est comme ça que je l'ai découvert. J'ai pas de, alors, je l'ai vu à l'époque, mais c'est marrant parce que je pense pas que c'était vraiment super, quoi. J'ai pas en mémoire un épisode qui m'ait plus marqué que les autres, quoi. Je me souviens de quelques épisodes bien gore, mais
c'est marrant, ça m'a pas imprimé ma mémoire, quoi, cette série, hein, vraiment. Alors que par exemple une série plus récente comme American Horror Story, surtout les premières saisons, m'ont plus marqué. Alors que là, pourtant, il y avait des noms prestigieux. Hein. Moi, j'étais alléché par les noms. J'ai dit, oh là, ça va être génial. Et puis finalement, à la découverte de la série, bof, quoi. Oui, je pense que ça a été un peu la réaction universelle à l'époque, à part si on tombait pile au bon moment de sa cinéphilie ou de sa curiosité. Mais c'est vrai que moi je lis beaucoup d'avis, et notamment de certains auditeurs qui disent putain, je redécouvre la série en même temps, c'est vrai que c'est pas folichon, quoi. Enfin, les gens s'étonnent qu'on fasse des épisodes de 4 heures autour de la série. Après, c'est un prétexte pour parler des réalisateurs, mais c'est vrai que en fait, sur le papier, c'est une série qui donne énormément envie, mais quand tu la regardes, même nous, notre conclusion de la saison 1, c'est genre, ouais, bon, bah, voilà, quoi. Ouais, voilà, c'est sympa, voilà. C'est sympa à regarder, mais bon, une fois que tu l'as vu, tu l'as oublié, quoi. Moi, je suis content que vous m'ayez contacté parce que ça m'a permis de me replonger là-dedans, alors que j'avais vraiment complètement occulté cette série, quoi. Enfin, oui, depuis là, je l'ai pas revue, quoi. J'ai pas cherché à la revoir. Ça m'a permis de revoir l'épisode de John Landis qui est plutôt sympa. Et justement, John Landis dans tout ça, alors toi tu étais heureux de parler de John Landis quand Jérôme t'a proposé de venir. Tu as dit ouais, j'aime bien le cinéma de John Landis. Est-ce que c'est son cinéma en général ou ses tentatives cinéma d'horreur? C'est vrai qu'il a mélangé pas mal les genres. Non, moi je l'ai découvert avec Schlock, en fait. J'avais été voir Schlock. Wow. Oui. Donc, je m'étais bien marré à Schlock, je m'étais encore plus marré en Burger Film Sandwich, qui m'a vraiment, moi, j'avais bon, American College est sympa, mais un peu moins bien. Puis après, les Blues Brothers, qui pour moi est un film culte. Et puis après, bon, il y a Le Garou de Londres, qui est vraiment ce qu'il a fait de meilleur, quoi. Après, si, bon, le clip de Thriller, évidemment, mais ça. Moi, ça a été un de mes chocs d'enfance, le clip de Thriller. J'en ai déjà parlé dans le podcast, mais effectivement, ça a été un traumatisme lors de sa diffusion dans l'émission Champs-Élysées avec Michel Drucker. Je me rappelle encore un samedi soir. Ça, oui, il avait oui, c'était vraiment. D'ailleurs, j'avais fait un article dans la revue du cinéma à l'époque, parce qu'on parlait un peu des clips. Il y avait une partie où on parlait des clips, et j'avais dit que c'est vraiment le maître étalon du clip, de la nouvelle tendance des clips, quoi, de faire des clips si longs et avec tant de moyens, quoi. Donc c'est la première fois qu'on faisait un clip aussi long et avec tant de moyens. Quand tu vas voir Le Loup-garou de Londres, par exemple, quand il sort en salle, pour toi, c'est le réalisateur des Blues Brothers. Donc du coup, est-ce que c'est ce que... Voilà, et surtout de Hamburger Film Sandwich, moi, qu'il a fait avec les As Brothers. Là, il s'est accoquiné avec eux, et moi, ça m'avait fait pisser de rire à l'époque, hein, quand j'avais été le voir. Schlock, c'était sympa, mais Hamburger Film Sandwich, c'était vraiment à mourir de rire, quoi. Oui, c'est un très bon film à sketch. La suite sera un petit peu en dessous d'ailleurs, le Cheeseburger Film Sandwich. Oui, c'était nettement moins bien. Mais le hamburger est très sympa. Ouais. Je regarde sa filmographie que j'ai sous les yeux, là, après, je regarde. Ouais, sa filmographie est assez fascinante, hein, parce que donc, il y a l'incident Quatrième Dimension, il passe les années 80 à attendre son procès, à se faire un peu lâcher par tout Hollywood, mais en même temps, Hollywood, il fait de l'argent pour eux, donc en fait il a toujours des amis. Il y a le procès où il fait venir toutes les stars assister à la salle, donc ça devient un espèce de déferlement médiatique. J'ai appris plein d'infos depuis la saison 1, mais notamment le fait qu'il a emmené tout le jury à 2 reprises différentes, les emmener dîner avec des stars quand il a été acquitté. Donc il y a plein de trucs où tu dis John, qui fait ça? Qui fait ça? Mais justement, moi j'ai une question à poser à Philippe en tant que journaliste quand l'événement... Bon, en fait, il y a 2 questions. Voilà, là, je vais commencer par celle-ci. L'événement, le Quatrième Dimension, cet incident, il a eu un impact à l'époque dans la presse? Ça avait fait un boom ou pas? Parce que moi, forcément, je l'ai découvert a posteriori. Ça avait fait un boom, parce qu'il y a eu 3 morts, c'est ça. Moi, oui, tout à fait. C'est ça, il y a Vic Morrow et 2 personnes, c'était un truc d'hélicoptère. C'est ça, les 2 enfants et Vic Morrow, le père de Jennifer Jason Leigh. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, ça avait fait les gros titres. C'est un peu comme l'histoire avec Alec Baldwin, c'est à peu près de ce niveau-là, quoi. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps, hein. On en a beaucoup parlé au moment où c'était arrivé, puis après, bon, moi, je savais même pas après, je sais qu'il avait été acquitté, mais voilà, quoi. Et quand il a sorti Le Loup-garou de Londres, comment tu l'as perçu, ce film-là, en fait, que quand même, pour Thibaut, je crois que c'est un de ses films préférés, on peut le dire. Moi, j'ai une petite préférence pour Hurlement de Dante. C'est le gros débat. Team Hurlement ou Team Le Loup-garou de Londres? Moi, je les mettrais sur le même niveau. Je les aime autant l'un que l'autre, en fait, hein. Le Loup-garou, il y a un petit côté humoristique, humour noir, bon, qui est typique de Landis. Hurlement, c'est plus sérieux, quand même. Alors, je l'avais vu en projection de presse, moi, Le Loup-garou de Londres, parce qu'à l'époque, il y avait des bonnes projections de presse. Et ça m'avait vraiment, j'ai trouvé ça formidable, quoi. Cette manière d'aborder le mythe du loup-garou, parce que moi j'ai toujours aimé le loup-garou, hein, c'est un personnage du fantastique que j'adore, hein. Et donc moi j'avais vraiment marché à fond sur le film, quoi. J'avais adoré.
Et l'impact lors de cette projection presse avait été pareil pour tout le monde, ou tu sentais qu'il y avait un vrai engouement pour le film? Oui, toute la revue du cinéma surtout les gens qui aimaient bien le cinéma de genre, dont Jacques Zimmer, qui était notre rédacteur en chef, qui était un grand fou de fantastique. Il y avait une critique assez longue d'ailleurs dans la rue. Hein. Je m'en souviens de ça. Il va falloir que j'en mette la main dessus. Je vais fouiller dans les brocantes pour le trouver. Et en plus, c'est une époque où Landis et Dante en parlent pas mal avec Mick Garris, mais c'est une époque où il y a presque 10 ans, plus de 10 ans, sans film de loup-garou. Et tout d'un coup, au début des années 80, il y en a 4 ou 5 qui sortent, dont le Larry Cohen dont on a parlé, Full Moon High, qui est plus en mode comédie, et Hurlement et Le Loup-garou de Londres, qui sont emblématiques et qui sortent la même année, quoi. C'est assez incroyable, cette espèce d'essor soudain. Et là, ça va revenir, je crois. Il y a The Wolfman qui va sortir l'année prochaine, je crois. Mais je trouve qu'on a un peu négligé ce personnage. On a beaucoup parlé des vampires, des morts vivants, mais je trouve que même Frankenstein, mais le loup-garou, je trouve que il a été un peu ignoré par le cinéma, par les réalisateurs. Alors je trouve que c'est un personnage qui est quand même par la télévision, parce qu'il y a eu la série Teen Wolf qui a bien cartonné suite au succès de Vampire Diaries, par exemple, ou Les Sorciers avec The Circle. Mais effectivement, c'est une figure qui est moins vue. Ils avaient tenté avec Universal Monsters, ils avaient tenté de faire Wolfman avec Benicio del Toro. Ça s'est planté. Il a gagné un Oscar, j'ai revérifié. C'est vrai. Fun fact. Bon, après, Rick Baker a gagné un Oscar avec ce film. J'ai une petite affection pour le film, personnellement. Un plaisir coupable, on te le permet. Oui. Non, mais moi aussi, mais c'est un très mauvais film. Quand tu le regardes, le scénario n'a aucun sens. Il est sauvé par son côté gothique et ces quelques tentatives d'effets visuels, enfin de vrais effets plateaux qui sont massacrés par les effets visuels, puisqu'ils ont refait toutes les transformations en post-prod, alors qu'ils ont fait venir Rick Baker, quoi. Qui a gagné d'ailleurs le premier Oscar de l'histoire des Oscars pour les effets spéciaux du Loup-garou de Londres, ce qui est fou de penser qu'un film d'horreur, alors qu'aujourd'hui il n'est jamais vraiment nommé aux Oscars, etc., que quand ils ont relancé cette catégorie suite à quasiment, encore une fois, une décennie sans Oscar des meilleurs maquillages, ça soit Rick Baker qui l'ait gagné en 81 grâce à Elephant Man l'année d'avant, qui n'avait pas été, il n'y avait pas eu d'Oscar décerné à Elephant Man, et donc du coup ils avaient dit bon, on recrée la catégorie, et c'est le Loup-garou de Londres et Rick Baker qui a gagné le premier Oscar. C'est fou quand on repense à ça, parce qu'aujourd'hui jamais ça serait aux Oscars. Mais moi j'attends beaucoup The Wolfman, parce que c'est Leigh Daniel, le mec qui a fait L'Homme Invisible, donc c'est un bon. Et j'attends beaucoup, j'ai vu la bande-annonce, ça m'a l'air pas mal. Hein. Ça sort l'année prochaine. Et puis c'est un remake du premier de 1947. Donc je pense que ça devrait être pas mal. Espérons et croisons les doigts. Et est-ce que tu as suivi, sans parler du reste de sa carrière en détail, mais par exemple Innocent Blood, qui est un film que Jérôme était passé à côté et l'a découvert pour ce podcast, qui est son autre tentative d'un peu moitié film d'horreur, moitié comédie, en allant dans les vampires et la mafia. Est-ce que tu as suivi Innocent Blood ou Cadavre à la pelle, qui est son dernier Burke and Hare, qui est son dernier autre film d'horreur? Est-ce que tu as vu ça? Je les ai vus à l'époque, mais bon, alors Innocent Blood, moi, il y avait Anne Pario, et moi, ça m'a pas... Ça a été réduit. Ouais, j'ai pas aimé Innocent Blood. Cadavre à la pelle était sympa, mais bon, ça atteint pas le niveau quand même du Loup-garou de Londres, hein, pour moi. Je crois qu'il a rien fait depuis après, non? Je crois qu'il a travaillé un peu pour la télé, mais je crois qu'il a plus rien fait après. Tout à fait. Là, il a des crédits improbables réalisateurs sur une série animée avec Arnold Schwarzenegger en voix principale. Je n'arrive pas à trouver des infos. Je pense que c'est un faux job qu'il tient, où il vient une fois par mois pour donner son accord et on lui donne un chèque pour qu'il ait son nom au générique. Mais à part ça, son dernier long métrage est officiellement Cadavre à la pelle, qui venait après plus de 10 ans sans film. Il a expliqué que il a donné une interview pour la DGA en 2013 où il disait « J'ai l'impression que Hollywood, dès qu'il y a un script que tout le monde refuse et il voit que c'est de la merde, il me le propose. Mais en même temps, John, t'es arrivé là tout seul. T'es arrivé là tout seul, avec ton attitude, ta personnalité, tous les gossips qu'il y a sur lui. C'est invraisemblable depuis que Max est à Hollywood lui-même, et puis qui a enterré sa carrière avec... les Stupids qu'on avait découvert, et Blues Brothers 2000, quoi, qui est imbitable comme film. Oui, c'est ni fait ni à faire. Ouais. Je pense que The Stupids est encore pire. Hein. À la rigueur, Blues Brothers 2000 est plus regardable pour son casting all-star de blues rock, rhythm and blues. Alors que The Stupids, il n'y a rien à sauver, hein, finalement. Mais en parlant des années 90, c'est vrai qu'il y a deux petites remarques avant d'aller sur l'épisode Family que je voulais dire par rapport à l'épisode de la saison 1. On avait semi-parlé de Dream On,
qui est une série que toi tu connaissais bien parce qu'il y a l'acteur de Dream On qui joue dans Dear Woman, qui est donc une série qu'il a négociée chez Universal en leur disant est-ce que vous voulez pas qu'on utilise vos films d'archives, est-ce que vous pouvez me faire un deal pour utiliser toutes vos archives de vieux films, vieilles publicités? Et Universal lui a dit écoute, on te les donne si t'arrives à trouver un concept. Et il a appelé David Crane et Martha Kaufman, les futurs créateurs de Friends, pour créer donc cette série qui a sauvé sa carrière à un moment donné où c'était juste après Coming to America, juste après l'embrouille avec Eddie Murphy. Bon, finalement, il sera sur le film de Beverly Hills 3 et tout ça, on va pas refaire sa carrière, mais voilà, c'était un moment donné où c'était juste après le procès, en fait. Le procès, c'était en 88, je crois. Et en fait, ça l'a sauvé parce qu'il a réalisé le pilote. Et quand on réalise un pilote aux États-Unis, ça veut dire qu'on est producteur exécutif de la série sur tout le reste de la série parce qu'on a donné les codes de la série. Donc lui, il est au générique de quasiment tous les épisodes. Donc le chèque, il tombe à chaque saison, à chaque épisode. Et en plus, c'est celui qui a réalisé quasiment le plus d'épisodes de la série. Il en a réalisé 17 en tout. Et c'est vrai que c'est une série que moi, je connaissais pas du tout. Toi, tu avais entendu parler de cette série. Ouais, j'avais un pote étudiant qui était fan. Il m'avait fait voir quelques épisodes et le concept où le personnage, ses pensées sont traduites en images d'archives de films, c'était assez sensationnel. Et j'ai un très bon souvenir de ce que j'en avais vu, mais je crois qu'elle a jamais été éditée depuis et non, très rare. Elle doit pas être facile à trouver. J'ai essayé de trouver le pilote, mais je suis passé complètement à côté de cette série. Je l'ai jamais vue. Mais vous m'avez titillé, j'ai envie de la voir maintenant. Très difficile. J'ai essayé de regarder le pilote là pour me dire je regarde les nouveaux Landis qu'on n'a pas encore regardé. L'autre truc que j'ai regardé, c'est qu'enfin on était en virée Easy Cash avec Jérôme, mais j'ai pu trouver Suzanne à un plan qu'on n'avait pas vu pour la saison 1. Donc je l'ai regardé, le projet totalement oublié de sa filmographie, il n'en parle absolument jamais. C'est un film qui a été largué en VHS en 2000 directement, qui a limite plus de réputation en France qu'aux États-Unis, qu'il a fait après les Blues Brothers 2000 où le studio il dit a complètement massacré le script et le projet, j'en avais marre d'Hollywood, je vais aller me retrouver moi-même, etc. Donc c'est un film à petit budget entre guillemets qu'il a réalisé très rapidement. Je crois que les dates de tournage annoncées sont un peu aberrantes, mais soi-disant tourné en 2 semaines, etc. À voir, avec un casting incroyable avec Natasha Kinski, Rob Schneider, Michael Biehn, Lara Flynn Boyle, Dan Aykroyd qui revient, le célèbre Dan Aykroyd, Thomas Haden Church. Et c'est assez drôle parce que le film est assez plaisant, hein. Moi, j'ai aimé le voir. C'est une version un peu débile de Jackie Brown. C'est dans cette move post-Tarantino où tous les personnages sont plus ou moins drôles, plus ou moins débiles. Et c'est pas un très bon thriller. C'est-à-dire que l'enquête principale, grosso modo, c'est dès le début du film, il y a des gens qui sont engagés pour tuer quelqu'un. Tuer Adrian Paul de la série Highlander. Donc c'est Rob Schneider et Michael Biehn qui sont engagés par Billy Zane, qui lui-même a une liaison avec Natasha Kinski. Donc elle a essayé de faire tuer son mari. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a énormément de ramifications autour du fait qu'ils ont raté l'assassinat. Donc le mari est encore en vie. Et donc ils vont essayer de recruter petit à petit de plus en plus de gens pour essayer de tuer le mari qui est maintenant à l'hôpital. Donc le film s'arrête à un moment donné. Il y a une très longue séquence à l'hôpital qui dure 20-25 minutes qui arrête un peu le rythme du film. Mais au-delà de ça, c'est assez sympathique. Il y a Billy Zane et Thomas Haden Church dont on va parler la semaine prochaine, qui sont dans Demon Knight de Ernest Dickerson, qui sont encore une fois dans le même film. Donc ouais, j'étais là. Billy Zane est très très drôle dans le film. En fait, tout le casting est bien. Il y a peut-être juste Rob Schneider qui est pas vraiment à sa place, mais Michael Biehn à côté de lui fait une performance folle parce qu'on a l'habitude de le voir en badass, etc. Là, il joue vraiment un loser complet. Il y a des séquences de cauchemars sous influence horreur assez intéressantes. À un moment donné, l'héroïne fait un cauchemar, elle se réveille et elle est en train de lire un Stephen King. Elle dit plus jamais ça avant de m'endormir. Il refait les cauchemars du loup-garou de Londres, parfois un peu trop. Il y a vraiment des cauchemars qui durent bien 4 minutes où tu sors, il a putain, j'ai investi autant de temps pour un cauchemar. Et au bout d'un moment, c'est vrai que les personnages sont tellement détestables. Il y a le côté de Landis où il n'aime pas vraiment ses personnages, il leur donne pas vraiment de vraie vie, ce qui fait qu'en fait au bout d'un moment t'en as un peu rien à foutre de qui meurt, qui voilà. Mais dans la mouvance de films de petits gangsters, petites frappes qu'on aime bien, qu'on a cité la dernière fois, c'est assez sympa, avec toujours des caméos, hein. Là il y a Stuart Gordon à un moment donné qui joue un médecin, donc voilà, petit update sur pour ceux qui suivent sur Suzanne à un plan. Vous pouvez faire un montage spécial du podcast en me rajoutant D'ailleurs, mon cher Philippe, toi qui as donc vu des films de John Landis en salle, est-ce que tu étais aware de voir tous les caméos qu'il y avait autant dans ces métrages ou pas? Je veux dire, nous, quand on les découvre aujourd'hui à l'aune de toute la DVD Tech, Blu-ray Tech, avec tous les bonus que l'on peut avoir, toutes les revues, l'accès à Internet, etc., où on voit maintenant, on connaît les visages de tout le monde, qu'est-ce que ça faisait à l'époque de se dire, putain, ce mec-là, qu'est-ce qu'il fait? Il met tous ses potes dans l'écran, il y a tel visage prestigieux, il y a Rick Baker qui fait une apparition dans Série Nord pour une nuit blanche, Sam Raimi, qui Joel Cohen, Costa Gavras, c'est complètement improbable. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, toi?
Bah, je trouve ça sympa, mais oui, effectivement, c'est très très sympa. Mais à l'époque où je voyais le film en salle, c'est qu'après, en fait, en regardant les génériques, que je me dis tiens, il y avait un tel, tiens, il y avait un tel. Pendant le film, je m'en rendais pas toujours compte. C'est ça le problème. Est-ce que tu l'as déjà rencontré, toi, John Landis Est-ce que tu as eu l'occasion de te faire des interviews, des choses comme ça, mais est-ce que tu as pu rencontrer John Landis ou d'autres réalisateurs prestigieux dans le cinéma de genre que tu affectionnes tant? Ben, j'ai rencontré Cronenberg, qui était vraiment passionnant pour l'histoire des jumeaux. Là, le titre. Faux semblant. Oui, voilà, Faux semblant. J'ai rencontré Cronenberg pour Faux semblant, qui est vraiment adorable. C'est tout. J'ai rencontré Michael Cimino, mais ça s'est très mal passé. Donc on ne parlerait pas. C'était à quel sujet, à quel film? Desperate Hours? Non, c'est celui d'après. C'est encore celui d'après, l'histoire de la maladie. Là, merde. Sunchaser. Sunchaser, ouais. Je suis arrivé, j'étais avec une copine de la revue et on n'était pas assis, qui nous a dit « Vous faites partie des gens qui n'aiment pas mon film ». Ça a commencé comme ça. Alors, j'ai dit « Bah non, vous vous trompez ». Enfin bref, il était persuadé qu'on avait vu son film et qu'on l'avait pas aimé. Et ça a duré 1 minute et puis on est parti. Et puis voilà, ça s'est arrêté là, quoi. Donc c'était ma grande rencontre avec Michael Cimino, qui était pourtant un réalisateur que j'adorais. J'adore Les Portes du Paradis, j'adore Voyage au bout de l'enfer, mais bon, malheureusement. Alors au contraire, David Cronenberg est vraiment adorable, et puis passionnant, quoi, passionnant dans son discours. T'as eu des rendez-vous manqués, des réalisateurs que t'aurais pu rencontrer et que ça ne s'est pas fait ou... Non, j'étais pas trop interview. J'ai jamais été très, très, très à l'aise avec les interviews, moi. Donc, bon, là, j'étais à Cannes, j'ai pu interviewer Cronenberg, j'ai pu interviewer celui qui joue le bouffon vert dans... Ah, Willem Dafoe. Voilà, j'ai interviewé Willem Dafoe à Cannes. C'était pour Blue Velvet. Blue Velvet. Non, Willem pardon, Dafoe. je confonds. C'est Laure et Lula, voilà. Parce qu'il joue le rôle du méchant. Là. Mais je confonds les deux films, je suis bête, effectivement. Non, c'était pour C'est Laure et Lula, parce que j'avais la palme. On était dans une salle, il y avait Willem Dafoe, il y avait Nicolas Cage, tout ça dans la même salle. Et pareil, il était adorable, très gentil. Voilà. Non, mais sinon, j'ai pas fait beaucoup d'interviews de réalisateurs, en fait. C'est pas mon truc, là, l'interview. Je suis pas à l'aise, quoi. En fait. Je suis pas à l'aise. Donc tu n'as pas eu la chance d'avoir John Landis qui te raconte les mêmes 6 anecdotes qu'il tourne partout depuis qu'il a 30 ans. On est sur son épisode. Est-ce que tu as vu Dear Woman déjà, La Belle et la Bête de la saison 1? Est-ce que tu l'as revu ou est-ce que tu as un avis dessus? Mais bon, j'ai un vague souvenir de légendes indiennes, de choses comme ça. Non, tout à fait. Ouais. Un épisode qui moi m'avait pas mal déçu dans la saison 1 parce que je pensais plus m'amuser, qu'il y a certaines bonnes séquences, mais ce qui c'est vrai, moi m'a pas forcément plu, et toi non plus, je crois, Jérôme. La Belle et la Bête n'était pas un de nos favoris, et donc il tourne ici Famille recomposée. Diffusion le 3 novembre 2006 aux États-Unis. Il avait 56 ans pendant cette saison 2 des Maîtres de l'horreur. L'anecdote autour de ce tournage, fuck John Landis, comme disent les Américains, c'est qu'en fait, il a pris tellement de temps sur son tournage et il s'est rajouté tellement de jours gratos que la production est allée voir Carpenter qui devait enchaîner la semaine suivante et lui dire « Désolé, John Landis a dépassé son budget et son temps de tournage, on vous retire 2 jours de tournage. » Et du coup, ça explique beaucoup de choses apparemment sur ce qui s'est passé sur Pro-Life. Et voilà, on en reviendra aussi quand on parlera de Carpenter. Mais c'est à cause de Landis que du coup toute l'équipe de Carpenter s'est mise à dire fuck John Landis parce que sur ce tournage de Family, il a pris trop de temps. Je trouve que le titre français est pas mal, hein, Famille recomposée, parce que bon, c'est un peu ironique, ce serait plutôt Famille décomposée. J'ai pensé exactement à ça. Pour une fois, le titre français est meilleur que le titre original. Ouais, exactement. Devant la caméra, on retrouve ce bon vieux George Wendt qui joue Harold, le fameux Norm de Cheers, série cultissime américaine qui n'a quasiment aucun écueil en France, je crois. C'est vraiment une série que personne ne connaît. Je la connais que de nom. J'ai découvert ça en plongeant dans l'épisode. Là, effectivement, je connaissais pas cette série. Bah, tu le connais aussi pour House. Tu le connais aussi pour le film House de Steve Miner. Je crois qu'il est dans Fletch aussi. Il est dans quelques petits films, quelques séries B. Il est dans Dreamscape. Il est dans King of the Ants de Stuart Gordon dont on a parlé dans la saison 1. Mais c'est avant tout Forever Young aussi, je crois. Oui, tout à fait. Et mais c'est avant tout Norm de Cheers. Donc Cheers, qui est cette série qui se tourne autour d'un bar avec Ted Danson, série qui a révélé Woody Harrelson, très sympathique, thème musical incroyable. Bon, qui est un sitcom qui a pris un petit coup de vieux, mais qui est une institution
aux États-Unis. Donc George Wendt est une institution, ce qui explique son casting là assez improbable et assez drôle, assez truculent pour le Bingo podcast, dans ce rôle de voisin bien sous tout rapport qui en fait est un psychopathe. Il me fait penser à John Goodman un peu. C'est un peu ce style d'acteur massif, impressionnant, qui peut être très très drôle et très inquiétant en même temps. Oui, tout à fait. Goodman qui a un peu le côté débonnaire aussi, qui a le côté un peu paternaliste, des fois attachant comme dans Coyote Girls, et qui peut faire flipper comme dans Death Sentence en patron de mafieux. Non, mais c'est vrai que ils ont de vraies gueules, hein, ces acteurs-là. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas seulement que le physique un peu ogresque qu'ils ont, c'est aussi le côté très pesant, et puis lui il est parfait en rôle de voisin d'à côté, tout à fait normal et lambda. C'est ce qui fait qu'il est génial dans le rôle. Ouais. Il a une nuance faux benet, c'est-à-dire qu'il ne surjoue jamais le benet. C'est juste que tu t'attends à voir un benet parce que c'est j'ai George Wendt, il est à côté, et en fait le film tue ça, l'épisode tue ça immédiatement, ou même quand il manipule les gens ou qu'il essaie de leur mentir, il est dans une espèce de psychose permanente où à la manière de Girl Next Door avec Emile Hirsch, il fantasme ce que les gens lui disent, et il fantasme de les sauver en fait, et les gens lui parlent et lui font des propositions sexuelles permanentes qui font que t'es là genre et en fait même lui est perturbé parce qu'il entend, ce qui donne un jeu assez drôle et assez improbable. C'est un épisode quand même où on rigole pas mal sur la situation. Mais donc face à lui, on retrouve Meredith Monroe qui joue Celia Fuller, qui est donc Andy dans la série Dawson. Voilà, j'ai jamais vu Dawson, mais apparemment ça vous parle. Et qui joue dans 13 Reasons Why sur Netflix. Et Matt Kislar qui joue son mari David Fuller. Il joue dans Scream 3. Bah oui, j'allais le dire. Il joue Tom dans Stab 3. Voilà. Et qui donc est dans Scream 3. Et il joue aussi un lieutenant dans The Stupids, donc il avait déjà tourné avec John Landis, ce qui est très drôle, puisque quand tu vois le making-of de la série, il dit j'ai toujours rêvé de tourner avec John Landis. Mais t'as déjà tourné avec lui, ça n'a aucun sens. Ah, oui. Et il y a aussi dans Dernier jour du disco, voilà, petit film culte un peu oublié des années 90 que j'adore. Celui avec Chloé Sevigny, c'est celui-là. J'aime bien aussi. Voilà, si vous pouvez le voir, recommandation gratos. Derrière la caméra, au scénario, quelqu'un qui a seulement 2 crédits. Mais quel crédit ? Brent Henley, qui a écrit le chef-d'œuvre de Bill Paxton, Emprise. Film exceptionnel, Frailty, avec Matthew McConaughey et Bill Paxton, film je pense qu'on adore tous ici. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Bah voilà, film génial, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Donc ça, c'était son premier script produit, et en fait, alors j'imagine qu'il a dû développer des choses ou être script doctor, mais il n'a aucun autre crédit, et cet épisode est son premier script d'horreur depuis Emprise, une histoire qu'il n'arrivait pas à transformer en long métrage. Il galérait à essayer de trouver un fil conducteur pour 1h30, jusqu'à ce que Mick Garris lui propose de pitcher des idées pour les maîtres de l'horreur, et il décide que ça ferait finalement un bon épisode, une variante caustique de Psychose, avec grosso modo cette nuance de la solitude et le deuil mènent à la folie l'un comme l'autre. En fait, c'est un peu ça son principe, parce qu'en fait, les personnages vont se retrouver liés dans leur propre folie, mais avec un point de départ différent. Au chef opérateur, alors là, c'est tous les classiques, hein, il y a John Joffin. La musique, Peter Bernstein, le fils de Elmer Bernstein, qui a composé beaucoup de musique pour les films de John Landis, qui a fait donc les Masters of Horror et Fear Itself pour John. Au montage, on retrouve Mark Levin, qui était un assistant monteur. Il a fait 3 épisodes des Maîtres de l'Horreur, dont les Landis plus Washingtonians. Il a fait le Fear Itself, il a fait le docu sur Don Rickles, donc il a travaillé pas mal avec John Landis. Chef costumière Lynn Kelly, chef déco David Fisher, les SFX de KNB et les VFX, il faut les mentionner, de Lee Wilson, qui sont assez étonnants et qui tiennent plutôt bien la route dans cette saison 2 pour l'instant. Ça tient son niveau. Les effets spéciaux sont pas mal. Hein. On a un peu que l'épisode démarre en plus avec une image choc directe. Hein. On est tout de suite dans le bain. C'est une façon de parler, mais qui s'y est totalement avec la scène d'introduction. Totalement. Donc il y a pas de suspense dans cet épisode. C'est pas un qu'est-ce qu'on va découvrir sur le voisin d'à côté. C'est pas un paranoïaque Disturbia. Moi, je suis très fan de ce genre de film banlieue bourgade américaine. Ça commence comme ça. Hein. La banlieue parfaite, le petit décor, voilà, Blue Velvet exactement. Ce genre de film d'horreur, ça se prête vraiment bien. Il y a tout le cinéma un peu de John Waters là-dedans. Hein, cette parodie de la bourgade américaine des années 50 parfaite. Il y a un long plan sur la devanture de la maison de George Wendt. On rentre en mode panic room à travers le Judas, et là on découvre le reste de l'appartement. Il y a une photo de Dick Cheney, voilà, petit commentaire politique, et ensuite on va dans la cave, et dans la cave, qu'est-ce que fait George Wendt? Il accueille le grand-père dans la famille, parce qu'on découvre le côté psychose plus assez marrant. C'est pour ça que j'utilise le mot truculent, parce que c'est assez improbable. George Wendt est très très calme, et il s'imagine que quelqu'un lui parle. Donc là il est en train de décomposer un corps avec de l'acide,
immédiatement la chair se décolle du squelette. Oui, c'est ça, mais la scène est particulièrement saisissante, surtout qu'au départ, en fait, on entend les voix, mais on ne voit pas ce qu'il a dans sa tête, en fait. C'est plus tard que ça va se révéler à l'écran. Mais c'est vrai que cette introduction est particulièrement saisissante, hein. T'en penses quoi, toi, Philippe? Ah oui, moi j'ai trouvé ça. Ça m'a fait penser vraiment à Blue Velvet, cette espèce de travelling sur les banlieues américaines classiques avec les belles maisons, le gazon immaculé, et puis là, dans Blue Velvet, la caméra descend sous terre et révèle des insectes, mais là, elle rentre dans la maison, elle descend à la cave, et j'ai fait un parallèle entre ces deux introductions. En fait, ça me fait vraiment penser à ça, et c'est vrai que le premier plan de décomposition là est assez costaud quand même. Hein. Oui, il est remarquable. Je crois qu'il y a en plus 3 plans différents. Il y en a un assez large, il y en a un qui tourne autour de la baignoire où là il y avait pas du tout d'effets spéciaux sur le plateau, c'est juste un mannequin et George Wendt qui faisait semblant de verser quelque chose, il y avait même pas de liquide et tout a été fait en CGI et franchement ça tient plutôt bien la route avec ensuite le plan final avec l'œil qui explose et ensuite on découvre donc la vie de ce George Wendt qui est dans un Norman Bates plus puisque donc il se fait à manger une petite soupe, il monte à l'étage, là il y a 2 personnes qui lui parlent, une petite fille et une femme et tu te dis ok on voit pas leur visage etc et en fait très vite c'est révélé que ce sont des squelettes. Il se compose sa petite famille par peur de solitude et il entend leur voix. Moi, ce que j'ai bien aimé, je sais pas ce que vous en pensez, c'est que souvent ce genre de délire, il y a toujours une musique un peu genre il y a toujours un peu le côté reveal un peu inquiétant. Il y a un côté inquiétant à ce genre dans la musique, dans la mise en scène, etc. Alors que là, le choix de John Landis, du compositeur, etc., c'est d'aller dans le côté non mais c'est une famille parfaite. Même quand on voit les squelettes, ça continue le délire de la famille parfaite. Il y a un côté très joyeux dans les fantasmes. Il n'y a jamais le côté glauque ou le côté angoissant à la psychose, ce qui rend, je trouve, ces troubles encore plus drôles. Tout ce qui est les interactions avec la famille, quand il fait venir le grand-père, en fait, il tient un squelette, et puis après, le fantasme suivant, c'est vraiment le grand-père qui dit « Hey, comment ça va ?» J'ai trouvé ça mais vraiment excellent. Alors, on dirait une parodie de sitcom, je sais pas ce que t'en penses, Philippe, mais c'est vrai que ça fait très sitcomesque. Oui, tout à fait, oui. C'est une sitcom détournée à la mode macabre, quoi. C'est tout à fait ça. Hein. Et puis en plus, voilà, avec un côté un peu saisissant. Moi, j'ai beaucoup pensé au film de la 4e dimension, justement, avec le fameux sketch de Joe Dante, si je me rappelle bien. C'est lui qui a fait ce sketch dans lequel il y a le gamin qui tient en otage une femme, sa professeure, avec une famille forcée. Et ben, je trouve qu'il y a une sorte de similitude là-dedans, notamment ce fameux plan où tu as une adolescente devant un écran de télévision. Et là, on a la même chose dans l'épisode des Maîtres de l'horreur, où on a cette adolescente dont on voit pas le visage, mais dont on devine le pire, en fait. Et le pire est révélé, comme l'était aussi dans le film de la 4e dimension, dans le segment de Joe Dante, où on voyait le visage sans bouche de la gamine qui est forcée de rester devant la télé, quoi. Et j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de petit parallèle entre les deux images. On dirait qu'il y a une sorte de petite résonance entre les deux. Oui, c'est vrai, ouais. Alors moi, ça m'a fait aussi fait penser à un film français qu'on a peut-être oublié, que j'ai beaucoup aimé, c'est Trello infernal. Cette espèce où Piccoli s'amusait à faire fondre dans une baignoire des nanas, notamment Andrea Ferreol. Je me souviens de ce film. Ça m'avait marqué à l'époque. Et c'est marrant, ces scènes de décomposition à l'acide, ça me fait penser à ça. Mais c'est vraiment, si vous l'avez pas vu, c'est vraiment excellent. Hein. C'est dans le genre comédie noire. C'est tiré d'une histoire vraie, en plus. Un fait divers criminel qui se passe au 19e siècle. C'est un notaire qui se débarrasse ses victimes en les faisant fondre dans une baignoire. C'est avec de l'acide, alors il transporte les seaux avec les restes. C'est assez drôle, si vous l'avez pas vu, c'est vraiment à découvrir. Hein. Je fais pas ça dans mon métier, rassurez-vous, cher auditeur, je ne tue pas les clients. Mais maintenant que tu le dis, en fait, on a l'impression que tu le fais. Donc ça, c'est le problème des aveux en podcast. Et donc, pour rester sur le personnage de George Wendt, alors, avant de faire venir l'autre dynamique de l'épisode, c'est vrai que c'est assez marrant de voir ses méthodes, parce que effectivement, donc il fait fondre à l'acide, il fait fondre la chair. Ensuite, il brosse un pied. On voit plus tard, il brosse un pied pour enlever la chair qui est restée collée, avec le petit côté retour des morts vivants, un côté vraiment, je sais même pas comment décrire. C'est les morceaux de chair qui sont restés, sont presque incrustés sur les os. Il fait une énorme marmite où il a besoin de ça pour blanchir les os. Enfin, c'est assez improbable toutes les étapes qu'il faut pour construire le grand-père. Et plus tard dans le film, on le voit faire la même chose avec sa mère. Il recrute une autre mère. Et tout ce fantasme autour de ça est vraiment bien trouvé et vraiment drôle. Avec l'autre mère qui dit « Ah, mais je sais que ta précédente mère a été compliquée. » Donc, on glisse, bon, c'est pas forcément subtil, mais on glisse un petit indice sur le fait qu'il a été maltraité quand il était plus jeune, ou que son autre mère lui a pas donné assez d'amour, etc. Et du coup, il recrute une autre mère. Et en fait, il reforme sa famille recomposée. Et c'est là où le potentiel d'une nouvelle femme s'ouvre à lui. Et au début, il est un peu dans le déni. Et j'ai bien aimé aussi les conversations avec sa femme actuelle.
qui voit à travers son jeu. Il y a vraiment ce côté où elle essaye de le raisonner en mode non mais tu sais très bien ce qui va se passer en fait. Tu sais ce qui va se passer, je te connais puisque je suis toi. Et j'adore cette dynamique et c'est vrai que la scène où il va recruter la mamie entre guillemets, où il va dans un supermarché voir qui pourrait faire l'affaire, c'est assez drôle et il fait la même chose avec la fille quand il veut une nouvelle fille et il y a cette scène très avec glauque. Les ados, c'est drôle ça, cette séquence où il fait son choix parmi les ados. Alors celle-là, le film de la drogue, celle-là, oui, j'ai bien aimé. Ouais. Mais il y a un côté un peu malsain aussi, je trouve, hein, parce que quand on est dans sa tête, c'est quand même très, très malaisant. Bien hein. sûr, c'est toujours sexuel. Surtout le passage avec les gamines. Hein, oui, c'est toujours sexuel. Hein, il y a un rapport avec le sexe très prégnant dans le film et c'est vraiment dérangeant. Hein. Mais c'est volontaire, mais c'est vrai que ça marche totalement, c'est brillant. Surtout que ce côté bienveillant qu'il a fait que c'est tragiquement effrayant. Comme Norman Bates est effrayant aussi, parce qu'il a l'air doux, il a l'air gentil. Là, il a l'air bonhomme, il a l'air sympathique, jovial. On sent que, d'ailleurs, le couple, on n'a pas encore parlé du couple, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur eux, mais il y a toujours si je fais pas ça pour toi, pour vous, ma femme va m'en vouloir. On sent qu'il y a un côté un peu nounours gentil, bienveillant, alors qu'en fait, par la mise en scène, par les moments où on est dans sa tête, tout détourne les choses de façon macabre. Tant et si bien qu'il y a des moments, pour être honnête, chers amis, je me suis demandé si le couple, la jeune femme ne disait pas réellement les choses. Je me suis dit, est-ce que c'est lui qui entend des choses ou est-ce qu'elle est vraiment en train de lui dire ça ? J'ai un tout petit doute là-dessus. Ah bon ? Oui, quand elle renverse une table entière et qu'elle lui dit « Prends-moi sur la table » à George Wendt, qui a 40 ans de plus qu'elle, 30 ans plus qu'elle, et tu dis « Oh oui, c'est elle ». Non mais arrête. C'est clairement un délire. Mais par la mise en scène, je trouve que ça arrive quand même à mettre le doute en fait dans sa tête. Il y a une ambiguïté qui est voulue, à mon avis. Hein. Parce qu'il y a quand même une manipulation. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une ambiguïté. Je pense qu'il joue sur cette ambiguïté justement. Est-ce que vraiment, non, évidemment, tout se passe dans sa tête, mais justement, le génie entre guillemets de Landis et du scénariste, c'est que de nous faire croire que ça pourrait être aussi la fille du couple, quoi, qui aussi est attirée par ce type qui pourtant a tout, n'a rien pour lui, si ce n'est la gentillesse, sinon une fausse gentillesse. Pour moi, cette ambiguïté n'a pas du tout marché sur moi, pour le coup. Enfin, c'est limite, les phrases sont tellement grotesques et choquantes que jamais une seconde je me suis dit, ça pourrait être elle. Je me suis juste dit, ce qui est drôle, en fait, c'est la dualité entre elle dit ça et lui ne sait pas comment je réagir et est obligé de dire, attends, pardon, parce que je suis un peu sourd de l'oreille. Et à chaque fois, il est en bug total. C'est-à-dire qu'il n'a même pas, après des années à recevoir ce genre de phrases dans sa tête, il s'est même pas habitué à ce que les gens lui parlent comme ça. Il est toujours, pardon, du coup, vous disiez quoi? Et c'est ça qui est drôle, mais jamais je me suis dit, oh, putain, c'est peut-être elle qui a vraiment dit ça. Ouais, mais je comprends si ça marche sur vous, il n'y a pas de souci. C'est au vu du final, en fait, Thibaut, que je pense ça. En fait, tu vois, c'est au vu de ce qui va se passer plus tard dans le dernier acte du métrage, où je me suis dit, est-ce que, en fait, elle a pas fait exprès de pousser les curseurs pour le faire vriller, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je pense qu'il y a suffisamment de moments où il se reprend et il lui redemande de répéter que c'est pas vraiment ça. Mais je vois ce que tu veux dire au vu du final. À côté de tout ça, à côté de George Wendt et ses mésaventures avec sa famille recomposée, il y a un nouveau couple qui déménage pas loin de chez lui, dans son impasse, son cul-de-sac. Et donc le mari est docteur, la femme est journaliste. Et ils viennent d'emménager. Il y a un peu de stress dans une séquence aberrante qui prend seulement sens quand on a le twist, justement. Parce que moi, cette scène, j'étais, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en plein déménagement et le mari dit, putain, je déteste putain de déménager de merde. Il arrive, il balance une caisse, t'es là, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Il est là, j'en ai marre, allons boire, allons picoler. J'étais là, mais qui c'est que ce personnage? Et après, bon, tout prend du sens parce qu'effectivement, ils sont en train de changer de vie pour une raison particulière. Ils vont boire, et là, malheureusement, l'accident bête, ils rentrent chez eux, et en fait, ils renversent la boîte aux lettres de George Wendt, de Harold, donc ils laissent un petit mot, ils laissent leur numéro de téléphone, et puis ils reviennent le lendemain matin, tout frais, pour lui s'excuser, et en fait, la boîte aux lettres a été remontée, et là, il y a la première rencontre avec ce couple, soi-disant idéal. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que vous aviez vu venir quelque chose de sinueux vis-à-vis de ce couple ou pas? Ah oui, moi tout à fait. Dès le début, j'avais deviné que quand lui dit qu'il était médecin urgentiste et elle freelance reporter, je me suis dit ça, ces deux professions-là vont avoir un effet sur la suite de l'histoire. Bon, d'autant plus que qu'on le voit au début, on sait que c'est un tueur en série. Donc je me suis dit là j'avais deviné un peu la suite, enfin même voir la fin. Hein. Alors moi je vous avoue, je m'étais forcément dit qu'il y avait un potentiel couple de la même
engeance que lui-même. Tu vois, j'avais le sentiment que c'était un couple miroir de lui-même. Je pensais pas du tout qu'il y aurait un rapport, un lien, quelque chose qui les lierait tous les trois. Mais je m'étais dit, il y a quelque chose, il va se retrouver peut-être à pire que lui dans l'histoire, quoi, au final. Mais voilà. Et donc c'est un couple qui, mine de rien, en fait, s'immisce petit à petit. On croit que c'est George Wendt qui s'immisce dans leur vie, mais en fait, c'est eux qui font exprès de le laisser s'immiscer et qui laissent des indices pour qu'il se fasse prendre au piège, parce que tout ça est un piège. Voilà, c'est difficile d'en révéler trop, parce qu'on a envie que les gens regardent les épisodes s'ils n'ont pas vu, etc. Donc si vous voulez ne pas en savoir plus, on va être obligé de spoiler 5 minutes, donc vous pouvez passer les 5 prochaines minutes du podcast. Mais donc on découvre que ce couple était les parents de la fameuse petite fille. Ça c'est pour le coup, on voit pas du tout ce twist venir, que c'est littéralement la petite fille qu'il a choisie, c'était ce couple-là, et qu'en fait, le twist remet en perspective toutes les scènes de couple qu'ils ont eu à deux, parce qu'il y a plusieurs engueulades à un moment donné, elle veut le séduire après qu'il ait rangé la salle de bain, et lui il refuse, il dit non, là, vraiment j'ai pas ça en tête, j'ai pas un prochain enfant, déjà il y a la mission actuelle, et tu comprends pas trop pourquoi il refuse. Il y a aussi le fait, quand il rentre de beuverie, il utilise le mot liquid courage, genre l'alcool du brave. Il dit non mais j'avais besoin d'alcool du brave, etc. Et c'est juste avant qu'il tamponne la boîte aux lettres, et tu dis ah mais en fait c'est pour ça, c'est qu'en fait ils boivent pas juste pour faire genre, c'est qu'ils ont bu parce qu'ils se disent bon allez faut qu'on active le plan, etc. Et il y a donc cette fausse scène qui est très jouissif à regarder une deuxième fois, parce que j'ai revu toutes ces scènes la deuxième fois pour me dire est-ce que ça marche, et franchement tout marche bien, le twist colle pas mal à ce qui se passe, même avec la voiture de police. Et donc est-ce que tout s'est bien alambiqué pour vous quand vous avez lu le twist, ou vous avez dit ouais bon bof? Ah oui, moi je trouve ça bien, vraiment bien fichu, et jusqu'à la fin. Le seul regret que j'ai, c'est qu'on voit pas assez, enfin je veux pas divulgacher comme on dit la fin, mais on n'en voit pas assez la fin. J'aurais aimé en voir un peu plus. T'avais besoin de gore, en fait. T'avais besoin de voir le supplice. Bah oui, parce que par rapport au début, je m'attendais quand même à une fin un peu plus costaud. Oui, c'est vrai, moi aussi. J'étais un peu frustré sur la fin, mais bon. La suggestion est quand même assez bonne, quand même. Faut reconnaître qu'il y a une... Ça finit sur un arrêt sur image assez humoristique, avec une musique. En plus, c'est un épisode où il y a beaucoup de musique. Je pense qu'il a explosé le budget musique John Landis de la saison, parce que il y a rarement des musiques non originales dans les méthodes d'horreur. Et toi, donc Jérôme, ça a bien marché sur toi Ah ouais, complètement, bien sûr, évidemment. Non, mais c'est vrai que ce twist, en fait, m'a un petit peu retourné le cerveau, parce que je m'attendais à ce qu'il y ait du machiavélisme dans le couple au final. Je me suis laissé attraper par cette sous-intrigue de disparition qui fait que j'étais en train de me dire mais où est-ce que ça va, mais est-ce que c'est de la manipulation jusqu'au bout, mais avec cette insistance pour vouloir aller à l'extérieur fumer la clope, fumer de la cigarette, mais c'est très bien amené parce que dans le repas précédent, la fumée de cigarette l'avait dérangé. Enfin, je veux dire, en fait, c'est là que je me rends compte que oui, c'est très très bien écrit. Je pense qu'on sera peut-être tous d'accord là-dessus, parce qu'il y a des petites notes de subtilité qui ont une conséquence sur la partie finale, où on se rappelle que plutôt la fumée de cigarette dérangeait George Wendt parce qu'il faisait la grimace, et on sent que c'est quelqu'un qui ne supporte pas, comme moi, les gens qui fument à côté de lui, et ça amène justement cette insistance, en fait je te gêne, donc je vous gêne, donc je vais aller dehors fumer ma clope. Et c'est très bien amené, c'est très bien agencé, ce qui fait qu'en fait on se fait happer par le final, et moi je suis franchement très content. Il y a juste le plan final, comme je suis comme Philippe, je suis déçu par cette non-jouissance du gore, cette non-émergence du gore frontal. J'aurais aimé le voir se faire écorcher, un truc un peu plus saisissant, plus marrant. J'aurais voulu voir quelque chose plus conte de la cryptesque, mais ce n'est pas le cas. Et même d'ailleurs je trouve que le plan fixe dure peut-être 1 minute sur les yeux écarquillés, et j'avoue que ça m'a un petit peu gavé de dire on est censé attendre quelque chose, il va se passer un truc. Ça m'a un peu frustré. Il est très fier de sa blague. Oui, j'étais pareil, j'étais un peu frustré par la fin. Voilà. Mais sinon, ça reste quand même un épisode vraiment qui est excellent, quoi, dans l'ensemble. Oui, de manière générale. Enfin, c'est souvent on réclame ce genre d'épisode dans les maîtres de l'horreur, et qu'on était un peu déçus dans la saison 1, à part par Larry Cohen, ou alors quand ça va vraiment loin dans la perversion. C'est-à-dire que c'est une série qui est très très les maîtres de l'horreur, bam, il faut vraiment envoyer tous les curseurs, #le limite, sans avoir la légèreté d'un conte de la crypte, etc., qui des choses un peu plus marrantes à regarder. Et c'est vrai que là, on retrouve une légèreté, quoi. C'est que tu regardes l'épisode, tu sors de là, t'es ouais, putain, c'était fun, c'était marrant. Tout n'est pas exceptionnel. Il y a des petits trucs où ça aurait pu être un peu mieux. Mais de manière générale, c'est léger, et c'est léger. Alors, c'est très ironique de parler de ça quand on parle de triple serial killer et de désossement etc. Mais voilà, il y a ce côté un peu humoristique, et c'est vrai que ça fait du bien. Comédie noire, quoi. Voilà, comédie noire. Et c'est vrai que ça fait du bien de voir ça. D'une certaine manière, la fin est une variante un petit peu humoristique de La Dernière Maison sur la Gauche, le génial remake qui personne ne s'y attendait à ce que ça soit bien, et en fait c'est un très très bon film d'horreur.
Et en plus, qu'il y a peut-être 20-25 minutes qu'on s'y attendait pas du tout à la fin, qui rappelle ça, qui donnait vraiment ce qu'on voulait voir, c'est-à-dire la vengeance d'un couple, quoi. Et là, il y a cette promesse, mais c'est vrai qu'elle est pas remplie à l'écran. C'est vrai. Et pourtant, il y avait du potentiel, parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que l'actrice dans le couple est vraiment excellente, beaucoup plus que l'acteur, qui lui est plus en deçà, plus lambda, alors que l'actrice principale féminine, est juste, moi je la trouve vraiment géniale, hein. Tant dans les interactions un peu trash qu'elle a des fois dans les délires de George Wendt, que dans sa manipulation, son jeu de tristesse, jusqu'à arriver à faire tomber sa proie. Je la trouve, franchement, je la trouve parfaite, hein, cette actrice. Elle a une palette large d'expression, et je suis totalement captivé par ce qu'elle apporte à l'écran, et justement jusqu'à ce qu'elle arrive à ses fins, quoi. Je confirme, je plus sois. Donc voilà, John Landis, bravo, on s'y attendait pas, comme Toby Hooper pour cette saison 2. On ne s'attend pas à ce que ceux qui nous ont déçus pour la saison 1 nous étonnent pour la saison 2. Ce qui marche dans le cas contraire, puisque John Carpenter va nous mettre mal aux yeux. Ou peut-être pas. Si. Ce n'est que ton avis. Oui. Et puisqu'on a Philippe avec nous, et que c'est quand même un style de film particulier, le serial killer d'à côté, la maison d'à côté qu'il ne faut pas approcher, la bourgade américaine teintée par un psychopathe. Est-ce qu'on a des recommandations de films dans le genre, on filme toujours par des recommandations. Moi, ce qui m'est venu en tête, un film assez méconnu, c'est le fameux Parents de Bob Balaban, célèbre acteur, avec un film avec Randy Quaid, qui est assez génial dans le film. Les deux acteurs qui jouent les parents sont assez géniaux, dont Randy Quaid, et qui est un film pareil sur un jeune garçon qui bourgade américaine parfaite. Je crois que ça se passe d'ailleurs dans les années 50, donc c'est un film qui est sorti chez Vestron Video en Blu-ray aux États-Unis et en Angleterre, et qui se doute, il a l'impression que ses parents ont changé, qu'il y a quelque chose qui va pas avec eux, et que peut-être ils seraient des cannibales, voilà. Et il commence à se poser des questions, et c'est un film assez marrant qui reprend un peu cette ambiance de tout le monde est joyeux, tout le monde sourit, un peu à la Serial Mom de John Waters, et pourtant il se passe des trucs horribles, et ça m'a beaucoup fait penser à ça. Et d'ailleurs Bob Balaban, il a aussi fait le film My Boyfriend's Back, qui est un film sur un mort-vivant qui revient à la vie pour aller au bal pour reséduire son ex et aller au bal. Et en fait, il a ce petit truc. Alors c'est un acteur que j'adore, hein, mais en réalisateur, il a eu ce petit truc de tiens, je vais aller faire des films sur la petite bourgade américaine tranquille qui est désœuvrée, désaxée par un élément fantastique. Et est-ce que vous avez d'autres films dans le genre? Alors, je vais pas te donner une recommandation à Jérôme, mais il y a un film de Wes Craven qui est un chef-d'œuvre qui parle de ça. De Sol de la peur. Évidemment. Gros chef-d'œuvre absolu. Moi, c'est un de mes films préférés de Wes Craven. L'affiche magnifique, déjà, que j'ai en ma possession. Ça fait longtemps que j'ai pas dit que j'avais l'affiche. Je le dis pas souvent, ça. Ouais. Bravo. Affiche incroyable. Non, mais franchement, ce poster m'a hanté avant de le voir, avant de le découvrir en DVD, parce que j'ai mis du temps à le découvrir, ce film. Mais oui, ouais, c'est exceptionnel. Un petit garçon qui a besoin de sauver sa mère, qui est très malade, du défaut de l'argent. Le propriétaire, un couple très obscur, très riche, qui rançonne toute la cité dans laquelle ils habitent, et un jour Ving Rhames propose au gamin écoute, viens, on te met dans un plan pour aller justement dévaliser, parce qu'apparemment ils sont plein d'argent chez eux caché, etc. Et en fait il va rentrer dans la maison avec ses gangsters un peu du pauvre, et ça va mal se passer, et il va se passer plein de choses dans cette maison, et ce film est incroyable. C'est plein de choses, c'est visuellement génial. Il y a un côté Alice au pays des merveilles, ou Alice au pays des enfers, avec le personnage de la fille de la maison, de la jeune fille, qui est d'ailleurs habillée tout en blanc, qui se fait appeler Alice. Il y a un côté galerie des enfers, un côté Freaks à la Todd Browning, avec un défilé de créatures et de monstres, des moments complètement grotesques, parce que les deux méchants, tant Wendy Robbie que Everett McGill, sont phénoménaux dans leur perversion, et jusqu'à s'habiller de façon très bizarre, très étrange, que je ne spoilerai pas si vous n'avez jamais vu le film. Mais oui, c'est un des sommets de la carrière de Wes Craven, qui était un véritable maître de l'horreur, et que je regrette, et qu'on le dira jamais assez, pourquoi n'est-il pas dans la série Masters of Horror, alors qu'il avait tout à fait sa place. Peut-être qu'il a refusé, l'enfoiré. Mais Le Sous-sol de la peur, c'est un film que j'ai découvert très tard en Blu-ray, directement Blu-ray à Arrow Video. Je l'avais jamais vu quand j'étais adolescent, ou même quand fan de Wes Craven, etc. Et je me suis pris une énorme claque. Le commentaire social et racial du film est
incroyable, et je crois que c'est un des films cultes d'horreur de Jordan Peele, et il y a tout le cinéma de Jordan Peele là-dedans, et tout le cinéma aussi de Fede Alvarez, hein. Don't Breathe, c'est une variante du Sous-sol de la peur. Bien sûr. Voilà, film, je suis d'accord, film génial. Alien Romulus. Est-ce que tu as, Philippe, est-ce qu'il y a un film comme ça qui te vient en tête? Il y en a un qui est pas très connu, c'est All the Boys Love Mandy Lane, qui était pas mal du tout, hein. Sur justement, c'est un slasher un peu à part, hein, où il explore un peu la psyché de la jeunesse américaine. J'ai trouvé ça pas mal du tout, hein. Mais il est pas du tout connu. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui, hein. bien sûr. Oui, bah il est un peu culte, hein, pour notre génération, parce que c'était un gros film Mad Movies à l'époque, enfin très très film de festival. Et c'est vrai qu'on en a parlé quand on a parlé de la carrière d'Amber Heard dans le podcast Carpenter, parce que c'est le film qui l'a révélé. Et c'est un film qui est très difficilement trouvable. Enfin, aux États-Unis, il est jamais vraiment sorti. Je crois bien que le Blu-ray Whiteside ne fonctionne plus. La moitié des Blu-ray Wildside sont BD-ROT, pour ceux qui savent. Quel enfer cette affaire. Mais voilà, c'est un film difficilement trouvable et difficilement visible. Et pourtant, c'est un slasher qui avait, entre guillemets slasher, qui avait marqué à l'époque. Mais je ne l'ai pas revu depuis. Je me demande si ça vieillit bien. Si, ça vieillit parfaitement bien. Je trouve qu'il y a un côté Sofia Coppola croisé avec. Enfin, il y a un côté Sofia Coppola. Voilà, c'est ça. Virgin Suicide. Tu penses à Virgin Suicide. Tu penses aussi à Gus Van Sant un petit peu pour notamment ces Elephant, ces films-là. Et Terrence Malick aussi. On pense au cinéma Terrence Malick aussi dans cette manière de filmer la campagne américaine et tout ça. Non, c'est. Ouais. Terrence Malick qui ferait un film d'horreur. Moi, j'adorerais voir ça. Ouais, moi j'ai une reco récente. Je l'ai vu aujourd'hui. J'ai vu Speak No Evil. J'ai trouvé ça pas mal du tout, hein. Franchement, le remake, ouais. Alors oui, mais alors ça n'a aucun rapport avec l'épisode en question. Là, t'es en train de tuer le format de ce podcast. C'était une reco. Hein. Ouais, dans le genre dérangé et psychopathe, c'est pas mal non plus. Hein. En même temps, je trouve que Philippe a raison. Ça fonctionne puisqu'il s'agit de gens qui sont invités chez quelqu'un qu'ils ont connu en vacances, etc. Oui, mais c'est pas. Oui, non, bien sûr. C'est pas loin du George Wendt. C'est James McAvoy qui remplace George Wendt de 2024. Putain, les standards de beauté sont élevés aujourd'hui. C'est incroyable, quoi. Quelle est ton actualité? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Comment les gens peuvent te retrouver? Qu'est-ce que tu veux dire à nos auditeurs pour qu'ils te suivent? Oh bah, à part Facebook, moi je suis pas très bon avec les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, mais disons que je me suis un peu éloigné du cinéma fantastique depuis quelques années, même si je continue à m'ingurgiter 4 films par semaine. Je me suis un peu éloigné du fantastique, mais bon, restent les bouquins qui sont difficilement trouvables. Et moi maintenant, c'est plutôt la musique maintenant, hein. Je peux t'orienter vers la musique. Donc, il n'y a pas de possibilité d'avoir une version Redux ou une version augmentée de tes ouvrages que j'ai en ma possession, Les Visages de l'horreur, le film d'épouvante, des choses comme ça? Un jour peut-être. Si on me le proposait, oui, moi je dirais pas non. Hein. C'est vrai que ça. Est-ce qu'il y a encore de la place pour ce genre de bouquin maintenant? Oui. Quand tu vois le Fanzina comme ça fonctionne bien, je sais pas si tu es en contact avec David Didelot qui sera bientôt avec nous, qui lui fait des ouvrages régulièrement. Il y a Damien Granger aussi qui maintenant est chez Metaluna. Damien, oui, bien sûr. Voilà, donc j'ai acheté ces bouquins d'ailleurs. Hein. Ils sont excellents. Bouquins, ils sont très très sympas. ils sont excellents. Donc tu vois, je me dis, il y a de la place parce qu'il y a un véritable public de lecteurs dont je fais partie, hein, parce que moi je suis le premier à kiss banguer dès qu'il y a un ouvrage qui est prêt à sortir. Mais c'est vrai que je sais qu'il y a une véritable, c'est une niche, c'est sûr, c'est une niche, mais c'est une niche de fanboys qui sont vraiment très fidèles à leur auteur et très fidèles à ce genre de choses. Puis, pour être honnête, encore une fois, merci d'avoir fait ces livres, honnêtement, parce que c'est difficile de faire comprendre par la voix à quel point ces livres ont porté ma cinéphilie. Tu vois, j'ai 48 ans aujourd'hui, je le dis, maintenant je le dis mon âge pour de vrai. Bam. Mais c'est clair que ce sont des ouvrages qui ont vraiment marqué ma cinéphilie. Ça aurait pu être d'autres livres, tu vois, mais celui-ci, le film d'épouvante, je revois encore ma mère qui me le prend, qui accepte de me le prendre, alors que pourtant elle était totalement réfractaire, mes parents étaient réfractaires au cinéma d'horreur, avec la cover avec Freddy Krueger. Mais je sais pas, elle me l'a pris comme elle m'avait pris des Mad Movies à l'époque et je suis tombé dedans et je t'avoue, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment suivi et qui a été dans ma piole étudiante pendant toutes mes années d'études de droit et j'épluchais les linéaires de Vidéoclub en ayant en tête les petites notes que tu avais écrites, en ayant en tête ce que tu avais dit sur Lucio Fulci. D'ailleurs, ton avis t'es revenu sur ton avis sur Lucio Fulci par rapport Oui, c'est revenu un peu. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait quand même les Carpenters, il y avait tous ces films-là, et je trouvais que c'était
Je trouvais ça ringard, en fait. Pas dans les effets spéciaux, dans l'atmosphère, mais dans le jeu des personnages. Tout ça, je trouvais qu'il jouait mal. Oui, C'est cet aspect-là qui me dérangeait. d'accord. C'est vrai qu'après, j'ai revu quelques Fulci, les plus classiques. J'ai un peu revu mon jugement. Mais bon, mais je préfère quand même Argento à Fulci, ça, c'est clair. Oui, je te comprends. Merci d'avoir accepté notre invitation, Philippe. Merci à tous les Avec auditeurs. plaisir. On espère te revoir très bientôt à notre micro, hein, qui Saison 3, sait saison pour 3. la saison 3. Et puis en attendant, on se retrouve la semaine prochaine avec Ernest Dickerson, le chef opérateur de Spike Lee, passé à la réalisation de films d'horreur, dont Bones, mais aussi pas du tout de films d'horreur, donc on va se poser l'éternelle question, est-ce un maître de l'horreur ? Et puis merci à toi Jérôme, et à la semaine prochaine les amis. Et merci à toi Philippe, merci infiniment. Plaisir, au revoir à vous. Au revoir à tous. Au revoir tout le monde.